Merci à tous d'être présents et donc effectivement d'être encore très nombreux sur cette dernière partie de la matinée qui va effectivement aborder deux points importants. Un, la problématique des risques de discrimination face à la logique sécuritaire, et on l'a déjà vu un petit peu ce matin. Et puis une deuxième partie aussi qui me semble extrêmement importante et qui fait partie un peu de la philosophie de notre plateforme de formation qu'on met en place au niveau du territoire, c'est le partenariat qu'on a avec l'Institut régional d'éducation ouvrière. Donc derrière, c'est la place des IRP, parce qu'encore une fois, je pense qu'il est indispensable que les représentants salariés soient acteurs dans le dispositif, même si parfois c'est un peu compliqué. Donc je vais passer la parole à Bernard Bossu, que je ne présente plus, professeur, j'allais dire, de droit, responsable, j'allais dire, du LERETS, acteur important dans cet établissement, vous avez bien compris qu'il est doyen, et donc être doyen dans l'actualité, ce n'est pas toujours facile, y compris sur le plan sécuritaire. Mais ça, c'est un autre problème. Allez, tu vas nous parler des risques de discrimination face à la logique sécuritaire. Bernard, à toi. Voilà, très bien. Donc, je vais vous parler des risques de discrimination face à la logique sécuritaire. Faut-il opposer prévention individuelle et contrôle ou prévention collective ? Pour tout vous dire, j'avais envie de commencer en parlant d'un accident d'avion, mais je vais changer mon introduction. Plus pudiquement, je vais vous dire qu'on peut avoir des salariés qui souffrent de dépression sévère alors qu'ils ont en charge le transport de personnes. En tout cas, on comprend aisément que ces salariés ne souhaitent pas spontanément évoquer un état de santé qui pourrait conduire à la rupture de leur contrat de travail. De même, un salarié, un travailleur, sera souvent enclin à cacher sa consommation régulière de drogue, alors que cette pratique peut, eu égard à ses fonctions, engendrer certains risques pour l'entreprise. La question, c'est finalement celle de savoir si l'employeur peut prévenir de tels événements en contrôlant l'état de santé de ses salariés. Alors un premier élément de réponse, et c'est d'ailleurs le titre de mon intervention, les risques de discrimination, un premier élément de réponse peut évidemment être trouvé dans le célèbre article L1132-1 du Code du travail qui interdit les discriminations, et on sait tous qu'en vertu de ce texte, l'employeur ne peut pas prendre en compte l'état de santé du salarié pour arrêter ses décisions en matière d'évolution de carrière, de procédure disciplinaire ou de rupture du contrat de travail. Mais lorsqu'un employeur est confronté à un état de détresse psychologique, à un état d'ébriété au travail, à une conduite addictive, son inaction pourrait évidemment lui être reprochée car elle est facteur de risque professionnel. On trouve ici, toutes choses égales par ailleurs, ça me rappelle un peu la célèbre théorie des conflits de logique qui avait été élaborée dans les années 70 par le professeur Javillier et qui avait expliqué que le droit du travail il est traversé par des logiques différentes. D'un côté, il faut protéger la partie la plus faible, à savoir le salarié, faire respecter en particulier sa vie privée. Et de l'autre côté, on a l'employeur qui est responsable de l'intérêt de l'entreprise et qui a besoin d'informations pour assurer son bon fonctionnement. Comment peut-on résoudre un tel conflit ? Très souvent, comme le laisse entendre le titre de l'intervention, l'employeur est tenté de se placer sur le terrain disciplinaire. Mais celui-ci peut s'avérer inopportun, notamment dans l'hypothèse où la faute reprochée au salarié est en réalité liée à son état de santé. Ainsi, la consommation de produits psychotropes peut trouver sa source dans l'entreprise elle-même. Elle peut être la conséquence d'une pathologie qu'il importe de traiter. En particulier, si le comportement du salarié s'inscrit dans le cadre d'une dépendance, on se trouve alors face à un problème de santé. C'est pourquoi, pour éviter le spectre de la discrimination, il convient souvent de privilégier une logique préventive. Vous l'avez compris, je suis juriste, il y aura donc deux logiques, d'une logique disciplinaire à une logique préventive. D'une logique disciplinaire, tout d'abord. Face à un comportement à risque pour l'entreprise, et je ne vais pas tous les énumérer, consommation d'alcool, de drogue, etc., on l'a compris, l'entreprise se place presque toujours sur le terrain disciplinaire,
Ce choix s'explique par la crainte pour l'employeur de voir sa responsabilité engagée. On va développer un peu ce point et on verra que cette logique est somme toute finalement assez largement approuvée par la Chambre sociale de la Cour de cassation et j'essaierai de vous expliquer pourquoi dans un deuxième temps. Spectre de la responsabilité. Lorsque l'employeur est confronté, par exemple, à un état d'ébriété ou à un salarié qui consomme de la drogue, la tentation première, c'est de licencier ce salarié pour faute grave. L'employeur ne tient pas compte de l'origine du comportement ou encore de son caractère régulier ou exceptionnel. Cette approche disciplinaire est d'abord commandée par les risques qui sont éventuellement courus par cet employeur sur le plan pénal, mais aussi sur le terrain civil largement entendu. Ainsi, par exemple, on peut retenir la qualification d'accident du travail, même dans l'hypothèse où le salarié conduit le véhicule de l'entreprise sous l'emprise du cannabis. En effet, dès lors qu'un fait soudain s'est déroulé au temps et au lieu du travail, la présomption d'accident du travail va jouer. Et pour la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, je cite, « La consommation de stupéfiants ne fait pas disparaître le lien de subordination » et ajoute la Cour de cassation, « Cette circonstance ne fait pas perdre à l'accident son caractère professionnel ». De même, l'accident causé par un chauffeur routier en état d'imprégnation alcoolique demeure bien un accident du travail dans la mesure où, dit la Chambre sociale ou la Chambre civile de la Cour de cassation, il ne s'est pas soustrait à l'autorité de son employeur. Par ailleurs, l'engagement de la responsabilité civile de l'employeur s'explique également par son obligation de prévention des risques professionnels. Vous savez comme moi que depuis la loi du 31 décembre 1991, qui a transposé la directive cadre du 12 juin 1989, le Code du travail contient un titre qui traite des principes généraux de la prévention et un article L421-1 du Code du travail qui prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Un lien peut évidemment être établi entre l'obligation pour l'employeur de mettre en œuvre une véritable stratégie de prévention des risques professionnels et la découverte par la Chambre sociale de la Cour de cassation d'une obligation de sécurité de résultat à sa charge. On sait que l'obligation de sécurité de résultat a été progressivement étendue, elle a été découverte dans le cadre des accidents du travail et maladies professionnelles, puis elle a été élargie au tabagisme passif, au harcèlement moral, au harcèlement sexuel ou encore au droit de l'inaptitude. Cette jurisprudence a donné lieu à de vifs débats sur la question de l'exonération de l'employeur. Même si la santé ou la sécurité d'un salarié est atteinte, ne faut-il pas exonérer l'employeur de toute responsabilité dès lors qu'il a pris en amont des mesures de prévention et qu'en aval, il a également pris les mesures nécessaires pour faire cesser le dommage. Question qui a été beaucoup débattue et la question est clairement tranchée maintenant, récemment, depuis le 1er juin 2016, puisque la Cour de cassation nous dit désormais très clairement que l'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en justifiant qu'il a pris toutes les mesures de prévention qui lui incombent, puis toutes celles propres à faire cesser le dommage. Et parmi ces dernières, on songe évidemment à l'utilisation par l'employeur de son pouvoir disciplinaire pour mettre hors d'état de nuire le salarié qui a enfreint les règles de sécurité dans l'entreprise. Cette analyse en termes de responsabilité conforte sans aucun doute la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation. Deuxième point, j'appelais ça la liberté de sanctionner. Parce que la Cour de cassation a mis à la charge de l'employeur une obligation de sécurité de résultat, en contrepartie, elle lui donne le droit de sanctionner les comportements à risque. Une première illustration de cette logique répressive peut être retrouvée dans un arrêt en date du 22 mai 2002. En l'espèce, il y avait un contrôle d'alcoolémie qui avait été opéré sur un chantier, contrôle qui s'était révélé positif, et le salarié avait été licencié pour faute grave. Mais peut-on soumettre, c'était la question posée, peut-on soumettre un salarié à l'alcotest dans un but répressif ? Dans ses conclusions précédant le célèbre arrêt peinture Corona, le commissaire du gouvernement avait
pour le Conseil d'État, le commissaire du gouvernement avait précisé que la soumission obligatoire à l'épreuve de l'alcotest constitue une atteinte à la liberté individuelle. Non seulement, avait dit le commissaire du gouvernement, célèbre arrêt du Conseil d'État, il y a là, comme pour une prise de sang, un prélèvement opéré sur la personne physique, et donc une atteinte à son intégrité, mais surtout le dépistage a priori de l'état d'imprégnation alcoolique est un mode d'investigation qui heurte la dignité humaine et qui s'analyse comme un témoignage forcé contre soi-même. Et à partir de là, le Conseil d'État va proposer qu'on ne peut en principe, dans un règlement intérieur, porter atteinte aux droits et libertés d'un salarié, sauf si c'est justifié par la nature de la tâche à accomplir et proportionné au but recherché. Et on sait que ce raisonnement va inspirer la célèbre loi du 4 août 82, qui va reprendre le même raisonnement en l'inscrivant dans le Code du travail. Appliquant donc son raisonnement à l'alcotest, le Conseil d'État va considérer qu'il ne peut être imposé qu'aux salariés qui exécutent des travaux dangereux pour eux-mêmes ou pour leur environnement. Et le Conseil d'État va également préciser que la proportionnalité s'apprécie par rapport au but recherché et que seules des nécessités tenant à la santé et à la sécurité peuvent justifier l'obligation pour le personnel de se soumettre à l'alcotest. Si j'en reviens à mon arrêt de la Cour de cassation de 2002 avec un alcotest qui avait été pratiqué, non pas, comme le dit le Conseil d'État, dans un but préventif, mais dans un but répressif, la Cour de cassation considère qu'un contrôle de l'alcoolémie peut tout à fait être effectué à des fins disciplinaires. En conséquence, nous dit-elle, le licenciement pour faute grave est justifié. Plus surprenant, un arrêt rendu le 31 mars 2015, où la Cour de cassation, chambre sociale, vient nous dire que ne constitue pas une atteinte à une liberté fondamentale le recours à un contrôle d'alcoolémie permettant de contrôler l'état d'ébriété d'un salarié au travail, dès lors qu'eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d'ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger. On voit bien la différence qui sépare évidemment la Cour de cassation et le Conseil d'État. On retrouve un même raisonnement si on raisonne rapidement sur la question de la consommation de drogue au temps et au lieu du travail. On a exactement la même sévérité. Exemple, un arrêt rendu par la Cour de cassation le 1er juillet 2008. En l'espèce, on avait des salariés qui avaient été engagés en qualité de techniciens conseil d'une société de télémarketing et qui avaient été surpris en train de fumer un joint dans la salle de pause fumeur de l'entreprise. Licenciés pour faute grave. Les juges des fonds avaient considéré que ce licenciement était injustifié parce qu'il s'agissait d'un fait isolé et que la perte d'un emploi sans mise en garde préalable était disproportionnée. L'arrêt est censuré par la Cour de cassation au motif que, je cite, « la commission d'un fait isolé peut justifier un licenciement sans qu'il soit nécessaire qu'il ait donné lieu à un avertissement préalable ». La décision de la Cour de cassation, il y en a beaucoup d'autres, se situe exclusivement donc dans une logique disciplinaire. La pratique du salarié est contraire à la loi, le licenciement pour faute grave est justifié, peu importe que l'employeur n'ait pas rappelé les interdits sociaux, peu importe que les faits se soient déroulés pendant le temps de pause. Bien évidemment, un salarié peut aussi faire usage de produits psychotropes dans le cadre de sa vie privée, donc cette fois-ci on est en dehors du temps et du lieu de travail. Là, le raisonnement est un peu différent parce que la Cour de cassation considère qu'un fait tiré de la vie personnelle ne peut par principe constituer une faute et donc ne peut déboucher sur un licenciement disciplinaire. Mais là aussi, il y a place pour des exceptions parce que ce fait commis dans le cadre de sa vie personnelle peut constituer un manquement aux obligations contractuelles. Ainsi, par exemple, la Cour de cassation nous a dit en 2012 qu'on pouvait licencier pour faute un membre du personnel navigant d'une compagnie aérienne affectée à la sécurité dès lors qu'il consomme de la drogue pendant des escales entre deux vols. En effet, dit la Cour de cassation, étant sous l'influence de produits stupéfiants pendant l'exercice de ses fonctions, il n'a pas respecté les obligations prévues par son contrat de travail et a ainsi fait courir un risque aux passagers. Logique disciplinaire, donc. Cette logique ne peut pas être totalement satisfaisante
Parce que d'abord, la consommation de produits psychotropes peut trouver sa source dans l'entreprise elle-même. On sait que celle-ci doit créer des conditions optimales de bien-être au travail, elle ne doit pas être un lieu de souffrance. Or, un comportement addictif peut tout à fait s'expliquer par une mauvaise ambiance de travail, violence ou hostilité entre collègues ou avec les supérieurs hiérarchiques. Le salarié peut aussi se réfugier dans la drogue, par exemple, pour accroître ses performances au travail, car il a tout simplement peur de ne pas atteindre les objectifs assignés. En d'autres termes, il craque face à la charge de travail. Et on sait qu'il importe de mesurer avec précision celle-ci pour éviter stress ou burn-out. Un comportement addictif peut aussi être la conséquence directe d'un problème de santé, d'une véritable pathologie qu'il importe de traiter. Et dès lors que l'on admet que la consommation, par exemple, de drogue trouve son origine dans l'état de santé du salarié, ne doit-on pas considérer que la sanction prononcée tombe alors sous le coup de la prohibition des discriminations? Une telle analyse a d'ailleurs été retenue par certains organismes, je pense au Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, qui met l'accent sur l'aspect pathologie et non pas sur l'aspect faute, et qui en conséquence invite à prévenir plus qu'à réprimer. On retrouve cette même logique dans une analyse qui a été effectuée dans une étude publiée en 1996 par le Bureau international du travail, qui parle d'un problème de santé qui doit être traité sans discrimination aucune. Mais alors, quels sont les moyens dont dispose l'entreprise pour mener à bien une telle démarche de prévention? C'est le deuxième point de mon intervention, vous l'avez compris, à une démarche de prévention. Si la prise en charge individuelle du salarié est importante, celle-ci doit, à mon sens, on va développer ce point, doit s'inscrire nécessairement dans une démarche de prévention collective. Prévention collective, prévention individuelle, commençons par la prévention collective. Chacun s'accorde aujourd'hui à penser que l'entreprise doit définir une politique de prévention qui concernera l'ensemble de ses salariés, j'allais dire de l'ouvrier au cadre dirigeant. Il faut construire une démarche collective, et pas seulement pour les salariés qui ont des problèmes ou qui sont susceptibles d'avoir des problèmes. Cette démarche sera d'autant mieux acceptée par l'ensemble des acteurs que tout le monde, que l'ensemble de l'entreprise a participé à sa construction. L'idée, c'est peut-être, c'est en tout cas souvent ce qui est avancé aujourd'hui par une partie de la doctrine ou dans diverses études, l'idée, ce serait de mettre en place un comité de pilotage, éventuellement piloté par la direction, mais surtout qui comprendra des membres de l'encadrement, des représentants du personnel, des membres du CHSCT, des membres des services de santé au travail et des salariés, par exemple, désignés de manière concertée. Ce comité, quel serait son rôle? Ce comité devrait tout d'abord faire un constat préalable, accepté par tous, et qui serait intimement lié à la situation de l'entreprise. Quels sont, par exemple, les postes à risque pour lesquels un dépistage peut s'avérer nécessaire? Quelles conditions de travail? Quelle habitude culturelle dans cette entreprise, par exemple en matière de consommation d'alcool? Y a-t-il des pots d'entreprise avec de l'alcool? Il convient ensuite, dans un deuxième temps, de déterminer ou de clarifier les rôles de chacun dans l'entreprise. Le premier acteur de la prévention, c'est évidemment l'employeur, et il lui appartient, c'est évident, de mettre en place des campagnes de prévention pour sensibiliser les salariés aux conséquences de tel ou tel comportement. Il est aussi sans doute souhaitable que le règlement intérieur reprécise un certain nombre de choses. Une charte éthique serait sans doute également la bienvenue. L'autre acteur important, c'est évidemment le médecin du travail. Je ne vais pas revenir sur ces éléments-là, on sait bien que c'est lui qui détermine l'aptitude physique d'un salarié à son poste de travail. C'est lui aussi qui met en place avec l'employeur le plan de prévention des risques. Et depuis 2011 notamment, on sait que ce plan de prévention des risques doit aussi s'intéresser par exemple à la question de la consommation de la drogue sur le lieu du travail. Autre acteur, le CHSCT, là aussi, j'irai très vite, vous connaissez mieux que moi son rôle, contribuer à la protection de la santé physique et mentale des salariés, prévention des dangers et amélioration des conditions de travail. Lui aussi, c'est un acteur incontournable pour sensibiliser aux risques, mais aussi pour donner un avis dans le cadre des consultations régulières. On peut aussi s'interroger sur un rôle d'alerte qui pourrait être confié à chaque salarié quand une personne est en danger.
Alors évidemment, il ne s'agit surtout pas d'entrer dans une logique de délation, ce serait contre-productif, mais de prévenir pour éviter un accident ou l'aggravation de l'état de santé, avec éventuellement des indicateurs, des signaux d'alerte, des signaux de suivi qui auraient été précisés via ce comité, par exemple absence répétée, retard fréquent, mésentente, diminution de la qualité au travail, etc. On peut comme ça allonger la liste. Il faudrait enfin, dernier point, il faudrait enfin préciser les démarches à adopter en cas de problème individuel, notamment définir les conditions de retrait ou de maintien du poste. Une fois qu'on a fait cette démarche, il importe bien évidemment de l'expliquer, de la diffuser à l'ensemble du personnel, à tout le monde, sans exclure personne, y compris par exemple aux travailleurs temporaires qui n'ont qu'une présence parfois limitée au sein de l'entreprise. De cette démarche collective, on peut alors déboucher enfin sur une démarche individuelle, c'est mon dernier temps de mon raisonnement. La prévention individuelle. La prévention individuelle, c'est quoi? Alors, la prévention individuelle, c'est évidemment d'abord s'assurer que chacun est correctement informé sur les comportements à risque. C'est bien sûr une obligation d'information. La prévention individuelle, ça peut aussi passer par la réalisation de tests et enfin par l'organisation d'une prise en charge individuelle en cas de risque avéré. Je vais simplement développer un point les tests. Alors, je ne vais pas revenir sur le contrôle d'alcoolémie, on l'a évoqué tout à l'heure, et puis c'est très connu. Un mot simplement sur le dépistage de la toxicomanie, parce que c'est un problème qui est débattu et qui reste délicat. Bon, on rappellera d'abord que c'est normalement au médecin du travail, dans le cadre de la détermination de l'aptitude médicale au poste, qu'il appartient de décider d'avoir recours ou non à un examen de dépistage. Et bien évidemment, l'employeur, ça va de soi, ne peut pas imposer à un médecin d'avoir recours à un tel test. Alors, le débat sur le dépistage de la toxicomanie, il a rebondi avec l'apparition de ce qu'on appelle les tests salivaires, parce qu'il est apparemment très facile de procéder à un tel test. Mais les difficultés face à ce test salivaire sont fort nombreuses. En premier lieu, qui peut opérer un tel test? La Direction générale du travail avait estimé dans un avis qui avait été rendu en 2009 que l'entreprise pouvait recourir à de tels tests sous réserve d'apporter des garanties aux salariés, notamment se faire assister par un tiers et obligation de formation pour la personne pratiquant le test. Et enfin, ne pas oublier une contre-expertise, auquel cas on passerait forcément dans le domaine de la biologie. Alors, cette analyse ne fait absolument pas l'unanimité, notamment, je reviens au CCNE, qu'on a évoqué tout à l'heure, qui, lui, considère au contraire que ces tests doivent être réservés au personnel de santé, en raison de la complexité du procédé, qui rend difficile son interprétation. Quoi qu'il en soit, de toute façon, un tel test doit être prévu par le règlement intérieur. Une autre difficulté, c'est celui du champ d'application des tests, parce que ces derniers sont susceptibles de porter atteinte à la vie privée, parce que notamment le comportement peut se dérouler dans le cadre de sa vie privée. Il faut bien évidemment respecter le texte qu'on a vu tout à l'heure, le célèbre article L 121-1, qui nous dit qu'on ne peut pas porter atteinte aux droits et libertés, sauf si c'est justifié et proportionné. Donc on peut supposer à partir de là que ces tests devraient être réservés à des postes de sûreté, de sécurité, des postes où la défaillance humaine peut évidemment avoir des conséquences graves, soit pour la personne, soit pour autrui. Et la définition de ces postes, c'est évidemment une tâche délicate. Enfin, il y a une dernière difficulté, c'est la fiabilité des tests. Alors, je ne suis pas médecin, mais j'ai cru comprendre en tout cas que ce n'est pas encore évident aujourd'hui d'être absolument sûr des résultats. Et à partir du moment où les tests ne sont pas fiables, comment justifier une sanction disciplinaire? Par ailleurs, il n'est pas certain qu'il y ait une corrélation nécessaire entre la positivité d'un test et un trouble d'un comportement qui peut dépendre de nombreux facteurs, ce qui rend encore plus compliqué l'idée d'une sanction disciplinaire si le test est positif. Alors, au terme de cette étude, j'ai envie de revenir sur la deuxième question qui était posée. On me demandait est-ce que prévention, ça exclut forcément répression? Comment combiner prévention et répression? Faut-il combiner, ou l'un exclut-il l'autre? Alors, on peut revenir un instant d'abord sur qu'est-ce que c'est que la prévention, qu'est-ce que c'est que la répression.
Alors là aussi, j'ai regardé évidemment les études doctrinales, et dans les études doctrinales, on nous explique, fort justement d'ailleurs, que la prévention cherche à modifier le comportement d'un individu en provoquant son adhésion intellectuelle et comportementale aux règles qui assurent la sécurité au poste de travail. Quant à la répression, la doctrine nous dit, elle cherche à modifier le comportement par la crainte de la sanction. Mais la prévention sans la répression ne touche pas forcément l'ensemble des individus. D'abord parce que la notion de risque est relative et dépend de la psychologie de chacun. Ensuite, parce que la prise de conscience du danger n'entraîne pas nécessairement renonciation à la pratique dangereuse. Je sais que c'est dangereux pour moi, pour ma santé, pour les autres, mais je le fais quand même. C'est pourquoi souvent les entreprises prévoient des dispositions qui vont associer prévention et répression. Mais à mon sens, la prévention doit d'abord être la priorité. Il faut clairement affirmer que la prévention, c'est la priorité, et c'est uniquement en cas d'échec avéré de la prévention que la répression prend tout son sens. Là aussi, je ne suis pas certain que cette opinion soit complètement partagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation. Un arrêt récent du 31 mars 2015, alors dans cette affaire, on avait un salarié qui était engagé par une société d'autoroute en qualité d'ouvrier qualifié. Et le règlement intérieur prévoyait la possibilité, le droit d'opérer un contrôle d'alcoolémie pour certains postes à risque, et notamment, c'était prévu pour ce type de poste. Vous doutez de la suite, ce salarié, il est contrôlé positif et classique, il est licencié pour faute grave. La Cour d'appel, les juges du fond, ont considéré que ce licenciement était injustifié. Alors, ils ont considéré qu'il était injustifié, ils ont fait valoir que l'entreprise, à côté du règlement intérieur, elle était liée aussi par une charte d'entreprise, alors charte qui prévoit que l'alcotest n'a pas pour finalité de faire constater une faute, mais de mettre un terme à une situation dangereuse si l'alcotest se révèle positif. Cette charte ajoute la hiérarchie, en cas de contrôle positif, ne laisse plus le salarié travailler et le fait raccompagner par 2 personnes si nécessaire. Par ailleurs, enfin nous dit toujours cette charte, un entretien est organisé dans les jours suivants pour définir les mesures à prendre en cas de récidive. De plus, l'agent, nous dit la charte, est prévenu qu'en cas de récidive, il sera orienté vers le médecin du travail. Cette charte est donc dans une logique totalement préventive. Visiblement, cette charte n'a absolument pas été respectée par l'entreprise, puisque là, on est face à un fait isolé qui a justifié immédiatement le licenciement. Le raisonnement de la Cour d'appel est censuré par la Cour de cassation. La Cour de cassation nous dit « Le règlement intérieur de l'entreprise permettait à l'employeur d'opérer des contrôles de l'état d'imprégnation alcoolique, peu importe l'existence d'une charte d'entreprise. » Explication, me semble-t-il, la Cour de cassation considère que la charte d'entreprise, elle ne dit pas d'ailleurs que cette charte n'a pas de force obligatoire, il n'y a pas eu de débat sur, elle n'a pas remis en cause la force obligatoire de la charte d'entreprise. La Cour de cassation considère que la charte avait pour objet la prévention de l'alcool sur les lieux de travail, alors que le règlement intérieur permettait de réaliser un alcotest dans un but répressif. Donc en d'autres termes, la charte s'inscrivait dans une perspective de prévention, le règlement intérieur dans une perspective disciplinaire. L'employeur a décidé d'appliquer le règlement intérieur, il a choisi la logique disciplinaire, on applique la disposition du règlement intérieur. Alors, ce raisonnement de la Cour de cassation ne me convainc pas, à titre personnel, parce qu'il me semble que la logique ne commandait pas d'opposer les normes, mais de les combiner. Une entreprise peut tout à fait, comme on vient de le voir, s'engager dans une démarche préventive, et c'est uniquement lorsque celle-ci a échoué qu'une démarche disciplinaire s'impose. On n'est pas du tout dans le cadre de ce raisonnement par rapport à cette espèce. Dans le cadre d'une charte éthique, cette entreprise s'est engagée dans une démarche de prévention. Ne faut-il pas faire respecter la parole donnée ? Dès lors que l'employeur s'est engagé dans ce document, souvent largement diffusé, dès lors qu'il a adhéré à des règles de comportement, on ne saurait refuser, me semble-t-il, de prendre en compte cet engagement. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Bernard, merci. Merci effectivement d'avoir bien montré cette ambiguïté aussi pour l'employeur entre effectivement ce que tu appelles cette logique disciplinaire avec le spectre de responsabilité et puis cette logique de prévention, sachant qu'on voit bien dans le discours de ce matin et puis dans les interventions, on essaye que la santé de travail au sein des entreprises aille vers ces plans de prévention, ces projets s'inscrivent dans des contrats. Et puis, dans le même temps, on voit bien que, j'allais dire, les instances de décision ont parfois des visions qui peuvent être, non pas opposées, mais, j'allais dire, il n'y a pas d'association directe entre la logique A et la logique B, et l'employeur utilise ce qu'il souhaite, sachant que c'est vrai que c'est pour nous, enfin pour moi médecin, il y a des moments c'est pas forcément toujours compréhensible et on pourrait effectivement se dire est-ce que véritablement on veut des projets de prévention dans les entreprises, hein? Et encore une fois, de manière un peu caricaturale, je reviens au débat de tout à l'heure, est-ce que notre système de santé c'est un système assurantiel ou sécuritaire ou un système entre guillemets de développement de prévention? Et quand on regarde effectivement, et je le comprends très bien parce que pour l'employeur, suffisamment discuté avec des employeurs qui disaient « Monsieur Frima, je vous aime bien, mais Tartampion, que je connais, il boit comme un trou et il est sur l'autoroute, le 10e camion dont je parlais ce matin. S'il y a un accident, c'est ma pomme. Donc, qu'est-ce que je fais? Comment je peux faire ?» Et donc, derrière, on voit bien qu'il y a sans doute une action collective. Et puis, bon, en tant que médecin, on le sait tous, hein, j'allais dire un accompagnement de ces personnes qui, le plus souvent, sont quand même pour nous de plus en plus considérées comme des malades, hein, ou des personnes en difficulté, mais il y a aussi des moments, et là ce que j'espère, c'est que dans le cadre de ces postes dits à risque ou de sécurité ou de sûreté, on ait effectivement une définition précise pour savoir le curseur, la société accepte ou n'accepte pas, mais qu'on nous le dise clairement, et que chaque salarié, chaque citoyen soit au courant de ces décisions. À partir de ce moment-là, c'est chacun prend sa responsabilité. Bon. On continue l'histoire. Et effectivement, parmi, j'allais dire, les acteurs d'entreprise, je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, la représentation du personnel et les institutions de représentation du personnel, que ce soit les délégués du personnel, les comités d'entreprise et le CHSCT, ont effectivement un rôle extrêmement important à jouer dans l'accompagnement, entre guillemets, des problématiques de santé de travail et la problématique, effectivement, des suivis de salariés en difficulté. Et donc, forcément, quand le professeur Fontoni a mis en place ce symposium, elle s'est dit, est-ce que les IRP ont le droit de mentir? Alors je caricature, vous me connaissez. Et donc je suis effectivement très content de passer la parole à Muriel Renard, qui est responsable exécutif de l'IREO, et je remercie encore l'IREO de participer à cette aventure, entre guillemets, de ces plateformes de formation. Et puis Daniel Delalin, représentant du personnel, mais ils vont se présenter, j'allais dire, tout de suite après, avec une question effectivement. Je pense qu'il faut être positif. Donc, comment les IRP peuvent-ils agir? Et deuxième question, effectivement, leur droit de mentir ou leur participation à la levée de ces mensonges, comment effectivement l'intégrer dans une dynamique positive des problématiques de santé de travail? Je ne sais pas comment se passe le duo. C'est Muriel? Alors, vas-y. Bien, merci Monsieur Frima et merci Madame Fontoni de nous avoir invités. Donc effectivement, aborder la question du secret, du mensonge et de la prévention des risques professionnels en posant la question de la place des représentants du personnel peut sembler un peu curieuse, puisqu'en effet, à première vue, il semble que cette question soit du ressort de la simple relation entre le salarié et son employeur, voire du médecin du travail, donc finalement déjà une relation à trois, et donc venir introduire un quatrième partenaire, pourquoi ? Pourtant, à y regarder de plus près, cette question n'est pas étrangère au quotidien des IRP, des institutions représentatives du personnel. Et ici, je tiens à préciser que nous parlerons sans distinction des mandats exercés quand nous aborderons la notion de représentant du personnel. En effet, toutes les IRP, que ce soit des délégués du personnel, des membres de CE, des membres de CHSCT, ont vocation à connaître de ces questions. Et en effet, le salarié, quand il s'adresse à une IRP, s'adresse avant tout à un représentant du personnel avant de s'adresser à un délégué du personnel ou à un membre du CE ou à un membre du CHSCT. C'est pourquoi nous avons, avec Daniel Delalin, entrepris cette communication sous forme d'interview, sous forme de questions, puisque Daniel Delalin cumule l'ensemble de ses fonctions, donc c'est plus simple de le désigner représentant du personnel. Il est à la fois délégué du personnel, membre du CE, membre du CHSCT, délégué syndical, conseiller prud'homal, assesseur TAS. Je pense que je n'ai rien oublié. Je cumule.
Donc nous avons préparé cette intervention ensemble et effectivement, en y travaillant ensemble, il est évident que le représentant du personnel a vocation à recueillir les plaintes, les réclamations, mais aussi les états d'âme de certains salariés sur leur lieu de travail. Et puis, quand le poids du mensonge devient trop lourd et que la peur des conséquences de cette révélation tétanise, le représentant du personnel devient alors le réceptacle, entre guillemets, assez naturel et assez évident, à toute l'angoisse et aux conséquences qui sont liées à ce secret. Son rôle s'arrête parfois à ce niveau, mais pour diverses raisons que nous tenterons d'expliquer, il devient parfois un médiateur. Alors un médiateur non prévu par les textes officiellement, mais imposé par sa condition de représentant. Il se fera alors le porte-parole du salarié en tentant de trouver l'équilibre entre à la fois la confiance accordée dans la révélation du secret et l'impérieuse nécessité de prendre toutes les mesures permettant de garantir la sécurité de tous. Vous l'aurez compris, deux parties. Le salarié, le représentant du personnel dépositaire, le confident finalement des salariés, et deuxième temps, le représentant du personnel médiateur dans la relation. Selon les textes, les activités des représentants du personnel se partagent entre l'écoute, le conseil et la mobilisation des salariés d'une part, la participation au fonctionnement des instances représentatives du personnel et aux négociations d'entreprise d'autre part. Pour mener à bien leur mission, les représentants du personnel sont libres de se déplacer dans l'entreprise et doivent prendre tout contact nécessaire, même auprès d'un salarié à son poste de travail, et avoir accès à tous les services sans que l'employeur ne puisse restreindre cette liberté. Exception faite, évidemment, des restrictions liées aux impératifs de santé et de sécurité. Cette part de face-à-face avec les salariés recouvre une place importante dans la mission des représentants du personnel au quotidien. D'ailleurs, selon une étude de la DRES, menée il y a quelques années, en 2010-2011, mais publiée en novembre 2014, et qui portait sur les représentants du personnel, quelles ressources pour quelle action, cette étude nous montre que dans 46% des établissements, les représentants du personnel interrogés déclarent avoir consacré beaucoup ou presque tout leur temps, éventuellement avec d'autres représentants du personnel, au contact direct avec les salariés au cours des 3 ans qui précèdent l'enquête. Dans 81% des établissements, prendre contact avec les collègues pendant les heures de travail ne semble d'ailleurs pas poser de problème. Les tournées d'ateliers ou de bureaux et les assemblées générales du personnel demeurent des moyens privilégiés pour échanger avec les salariés sur leurs problèmes. Des assemblées générales sur les conditions et l'organisation de travail ont notamment été organisées en 2010 dans 42% des établissements qui étaient dotés d'IRP. Dès lors, ce contact constitue, on le voit, le moment privilégié pour le représentant du personnel pour libérer la parole ou à tout le moins favoriser cette liberté de parole. Donc première question à Daniel, pouvez-vous nous faire part de votre expérience à ce sujet? Les salariés se confient-ils facilement sur leurs conditions de travail, tout d'abord en général? Ouais, quand on passe dans les magasins ou dans les ateliers, les salariés nous disent assez facilement ce qui va ou ce qui ne va pas. Et s'il faut dire quelque chose à l'employeur, il faut le faire d'abord sous le couvert de l'anonymat. C'est d'abord la première chose. Ne pas dire mon nom, s'il te plaît, arrange-toi comme tu peux, mais je ne voudrais pas que mon nom soit cité. Donc après, au fil du temps, il est plus facile de donner des noms parce qu'on a eu des résultats et que les salariés se sentent plus à l'aise, mieux écoutés. C'est-à-dire qu'on astreint le dialogue social. Donc tout d'abord, une liberté de parole sous couvert de l'anonymat. Toujours sous couvert de l'anonymat au départ. Alors avez-vous eu, au cours de votre expérience donc, de représentant du personnel, déjà eu à connaître finalement de problèmes relatifs aux mensonges, aux secrets liés à l'état de santé d'un salarié, alors directement par le salarié lui-même ou par un de ses collègues? Et deuxième question, j'ai envie de dire, s'agit-il pour eux vraiment d'un mensonge? Ont-ils conscience qu'ils mentent? Pour les salariés, c'est pas un mensonge, c'est un secret. Je ne parle pas de ma santé parce que ça met en danger mon emploi. Ils sont sur ce terrain-là. Pour eux, ils ne mentent pas quand ils disent « j'ai un problème, je n'arrive pas à finir mon travail, j'ai un problème de santé, mais je ne suis pas obligé de le dire à l'employeur. » Pourquoi je le dirais d'ailleurs? Est-ce que je vais garder mon emploi si je le dis? Donc la base pour eux, voilà, c'est un secret. Je ne dis pas, je ne dis rien, donc je ne mens pas non plus. Alors si je vous résume, c'est que
à leurs yeux, garder l'emploi vaut ce petit mensonge. Ça vaut tous les sacrifices, garder l'emploi. Alors, selon vous, quelles sont les motivations à faire ce petit mensonge? Les motivations, est-ce que vous pouvez les... Après, il y a toujours un peu de pudeur quand on est atteint d'une maladie assez grave. C'est toujours très difficile de dire qu'on est malade à ses collègues. Il y a quand même un regard. On connaissait quelqu'un qui travaillait vite, bien, et qui tout d'un coup travaillait moins bien, qui est plus souvent absent. La charge de travail, elle est compensée par les autres salariés présents. Donc souvent, eux aussi peuvent nous alerter en disant « Tu vois, je fais toujours son travail, comment ça se fait? Il n'est plus là, avant il était toujours là. » Donc on peut être alerté de ce côté-là. Ensuite, c'est pas évident. Il y a des maladies qui sont intimes. On ne dit pas ça non plus aux collègues, on ne dit pas ça aux managers. Donc il faut trouver quelqu'un pour le dire dans l'entreprise. Sans oublier que le médecin du travail, on le voyait une fois par an, maintenant on le voit une fois tous les 2 ans. Il n'y a pas une relation de confiance. C'est soit le médecin du travail a fait un bon travail dans l'entreprise et il a une réputation comme quoi il est près des salariés. Donc là, les salariés vont aller directement le voir ou passer par les IRP. Soit il vient d'arriver et là, les salariés, ils vont d'abord regarder ce qu'il fait. Sans oublier que les 3/4, voire 80% des salariés se disent que le médecin du travail il est payé par l'employeur, donc il obéit à l'employeur. Ça, c'est la première image. L'histoire de prévention de la médecine du travail, le salarié, il n'en a aucunement connaissance. Il ne sait pas que le médecin est force de proposition. Pour lui, le médecin, c'est je monte au cabinet, je suis apte, je retourne au boulot, je suis inapte, mais en fait, c'est lui qui me fout dehors. Textuellement, c'est ce que pense un salarié. Il ne se dit pas c'est l'employeur qui ne m'a pas trouvé de reclassement, c'est le médecin, en me mettant inapte, qui me fout dehors. C'est ça Et là où il faut qu'on arrive à bien faire comprendre à tout le monde, c'est qu'il y a un dialogue social à instaurer, une médiation, que le médecin est là pour faire avancer les choses, pour faire de la prévention, et plus on la mettra en amont, moins on aura de chances de retrouver des reclassements. Alors, donc, si je résume, les motivations à ce petit mensonge seraient, enfin, ce petit mensonge entre guillemets, serait effectivement la pudeur, tout d'abord du salarié, la peur du qu'en dira-t-on par rapport aux collègues qui auraient connaissance et qui se sentiraient obligés de supporter une charge de travail supplémentaire, la peur de perdre l'emploi, qui véhicule effectivement toute cette motivation, mais aussi finalement l'historique de la société dans le traitement social de ces questions, la façon dont ça a pu être traité avec le médecin du travail ou même par l'employeur lui-même. Alors, quand vous êtes informé effectivement par le salarié de ce mensonge, quelle posture avez-vous alors par rapport à cette révélation? Est-ce que quelque part, votre première réaction est d'aller voir le médecin du travail ou l'employeur pour l'informer éventuellement d'un souci? Non, je ne vais jamais voir le médecin du travail, et encore moins l'employeur à la base, tant que le salarié ne me donne pas le feu vert. Ce qu'il veut, c'est d'abord des infos. Est-ce qu'il y a moyen d'arranger son poste? Comment ça se passe s'il doit aller voir le médecin? Donc nous, on va voir le médecin, mais à part, on lui dit, voilà, il y a peut-être un problème de santé là, est-ce qu'on peut aménager le poste? Est-ce que vous pouvez avancer auprès de l'employeur sur ce service? Donc alors, au départ, on ne met pas la personne, on vise le service entier en disant de la prévention, etc. On essaye d'avancer les choses. On explique bien aux salariés ce qui peut arriver quand il nous dit ouais, ok, là vraiment j'y arrive plus, je suis tout le temps en arrêt, je vais finir par me faire licencier. Est-ce que tu as vu le médecin du travail? Est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? C'est ça qui se passe. Donc effectivement, finalement, c'est ici abordé votre deuxième rôle, c'est-à-dire que quand le salarié a réussi à se confier, nous comprenons qu'il s'agit pour lui finalement de se décharger, dans un premier temps, de ce qu'il ne peut plus porter seul pour diverses raisons que l'on vient de voir. Et nous l'avons vu, alors il s'agit nullement d'un acte délibéré cherchant à nuire à l'entreprise, mais d'un acte purement personnel lié à des considérations personnelles aussi. Et on l'a vu, la considération première, c'est bien sûr de garder son emploi. Et donc la question se pose alors de savoir si le représentant du personnel est en droit finalement de garder cette révélation pour lui, ou si les considérations de santé et de sécurité doivent finalement prévaloir sur la confiance qui lui a ainsi été donnée par le salarié. Alors Daniel, vous sentez-vous autorisé finalement à révéler ce qui vous est confié? Non, sauf vraiment en cas de remise très grave de la santé, mais je ne suis pas médecin ni devin, je ne peux pas deviner si vraiment il va y avoir un problème de santé si le salarié garde son poste. Et tant qu'il ne me donne pas le feu vert, je ne vais pas aller voir le médecin. Enfin si, j'irai voir le médecin pour lui en parler en tête à tête,
Mais j'irai pas voir l'employeur en disant ouais, là, c'est vraiment grave, il faut faire quelque chose, il faut le sortir de cette pièce. Alors prenons donc 2 hypothèses. Première hypothèse, le salarié vous y autorise. Donc là, vous allez voir qui en premier? En premier, je vais voir le médecin du travail. Je prends un rendez-vous avec lui, je le vois et on discute de voir déjà nous, moi en tant qu'IRP, ce que je vois comme reclassement possible, est-ce que lui voit aussi, est-ce qu'il n'y a pas des mesures de prévention après à remettre en place, et seulement après, on intervient auprès de l'employeur. Donc soit moi en premier, ça dépend, ou soit le médecin du travail, tout dépend de comment il travaille avec lui aussi. Et donc, deuxième hypothèse, plus délicate cette fois-ci, où le salarié ne vous autorise pas à révéler le secret ainsi révélé. Quand on en arrive à un point où le salarié n'arrête pas de se mettre en arrêt maladie et que ses collègues commencent à dire on a tout le temps le travail, on a tout le temps le travail, là je vais voir le médecin en lui disant où je déclenche une visite d'inspection ou une mission d'enquête au CHSCT pour remonter un peu tout ça et qu'à un moment il y a quelqu'un qui... le médecin il va être au courant, là, il sera bien obligé d'être au courant. Alors pensez-vous qu'on peut dire qu'on est face à à la limite de votre devoir de confidentialité? Ouais, on ne peut pas trahir le salarié. On ne peut pas. Je veux dire, on est représentant du salarié, on ne peut pas aller le trahir, c'est impossible. Moi, j'y arriverai pas. D'accord. Alors, on le voit, le représentant du personnel est souvent démuni. Ni thérapeute, ni médecin, il ne dispose finalement que de son empathie naturelle ainsi que de la confiance que lui témoigne le salarié. Rarement formé à la médiation, il doit s'improviser comme un intermédiaire entre la hiérarchie et les salariés. Et son efficacité finalement sur la situation ainsi révélée réside alors dans sa capacité à intervenir de manière impartiale. Dans le cas contraire, il risque de crisper la hiérarchie et de figer la situation, voire même d'installer le conflit. Alors pour terminer, sur ce rôle de médiateur, finalement, quand vous êtes face à ce cas extrême qui vous est révélé, que vous intervenez, j'ai envie de dire, comme pompier dans l'histoire, de quels moyens concrets disposez-vous? On a tout le rôle du CHSCT qui peut se mettre en place avec les enquêtes, le droit d'alerte du délégué du personnel où on peut aller aussi très vite. Ce que je rappellerai, mais c'est plus un sentiment, pourquoi le salarié va garder secret de sa maladie ou d'un handicap. Il sait qu'au bout, c'est soit un poste de reclassement possible ou qu'il va être licencié. Donc, pour lui, il est déjà licencié parce qu'il est malade. Il aura encore moins de chances de retrouver un boulot, du fait qu'il est catalogué comme quelqu'un de malade. C'est ce qu'il pense. Il se dit, on va me licencier parce que j'ai un problème. C'est pour ça qu'on me licencie. Comment je vais retrouver un problème alors qu'on me licencie parce que j'ai déjà un problème? Et ça, c'est la question qui se pose. Et c'est pour ça qu'à un moment, il va dans le déni. Même lui, il ne veut pas reconnaître qu'il est malade. Il va dans le déni parce que sa situation professionnelle, familiale, dépend de son revenu du travail. Et donc, pour lui, c'est un véritable casse-tête. Et diriez-vous que les moyens dont vous disposez en tant que représentant du personnel se heurtent éventuellement à une logique financière? Il y a à un moment toujours une logique financière sur les reclassements. Un employeur calcule. Il calcule combien lui coûte un salarié qui va devoir reclasser, combien d'années de travail il lui reste à faire, combien ça va lui coûter au prud'homme, et à un moment, il prend une décision. On ne peut pas travailler sans l'employeur s'il ne veut pas reclasser, s'il ne veut pas faire de dialogue social. On tombe dans un dialogue de sourds avec deux routes qui ne se croisent jamais, et c'est chacun dans le combat, et quelque part, le perdant, le grand perdant, ça restera toujours les salariés. Alors, on le voit souvent quand il alerte, le représentant du personnel intervient en dernière limite. Alors j'ai envie de poser 3 questions. Enfin, j'ai envie de dire déjà pourquoi en est-on arrivé là. À ce stade, on peut dire finalement qu'il y a l'image, la représentation de la maladie et de sa prise en charge dans l'entreprise et toute la lourdeur éventuellement du reclassement et de l'aménagement de poste. Il y a ici aussi, on le voit, l'absence de dialogue entre les interlocuteurs directs, que sont le médecin du travail ou l'employeur, par rapport à toutes ces questions d'aptitude ou d'inaptitude. Et puis j'ai envie de dire, pour reprendre un peu les termes de M. Verquin, que le salarié est peut-être un sophiste qui s'ignore et qui ment à bon escient, en se disant que finalement la fin justifie les moyens, et que si c'est le seul moyen pour lui de garder son emploi, eh bien après tout, pourquoi pas. Alors, moi j'ai quelques propositions, après en avoir discuté avec Daniel sur le sujet, j'ai quelques propositions à faire, alors qui n'engagent que moi.
Tout d'abord, c'est démystifier le rôle des acteurs en matière de santé-travail. Alors, j'arrête pas de le dire dans tous les colloques dans lesquels je suis intervenue, parce que moi, je suis au milieu de tout ça, c'est-à-dire que je connais les médecins du travail, enfin, je travaille avec l'Institut, l'ISTNF, et avec des partenaires privilégiés, donc je sais bien quelle est la volonté des médecins du travail, et de l'autre côté, j'ai en face de moi les représentants du personnel qui viennent se former à l'IREO, et on voit bien qu'il y a vraiment un gros problème de communication sur qui fait quoi. Et ce n'est pas que dans un sens, ce n'est pas que dans le sens des représentants du personnel qui ne connaissent pas la médecine du travail, c'est également dans l'autre sens, où les médecins du travail ne connaissent pas forcément ce qu'ils peuvent retirer des représentants du personnel, qui sont vraiment un maillon fort dans l'entreprise. Donc démystifier effectivement le rôle de chacun, mais aussi rappeler à l'employeur qu'il est important pour lui d'entourer de beaucoup de précautions tout le traitement social et d'être exemplaire dans le traitement effectivement de l'inaptitude et de la maladie du salarié, car le cas qu'il traite va faire des petits dans l'esprit des salariés qui pourraient être un jour confrontés à ce type de situation, c'est-à-dire que la façon dont il traite la maladie d'un salarié et son inaptitude donne l'exemple à l'ensemble des salariés et donc favorise la parole ou pas par rapport à un problème de santé. Et puis, troisième proposition, c'est de décomplexer les IRP, c'est-à-dire les représentants du personnel, par rapport à ces problématiques-là. Alors, je suis un petit peu mal placée à côté de Daniel de dire ça, parce que Daniel est quelqu'un de très, très décomplexé par rapport à ces problématiques-là. Mais on a néanmoins beaucoup de représentants du personnel qui se disent « moi, c'est pas mon job, je suis pas là au départ pour ça, c'est pas mon boulot, on m'a pas demandé effectivement de faire de moi un thérapeute ou un médecin, donc je vois pas trop comment je peux agir. » Non, il y a aussi une action à mener de ce côté-là, et eux-mêmes aussi doivent prendre des responsabilités par rapport à ces questions-là. Et donc finalement, en guise de conclusion, j'ai envie de dire que le représentant du personnel peut avoir un troisième rôle, que je lui souhaite d'ailleurs, parce que je ne lui souhaite pas de rester uniquement médiateur ou uniquement le réceptacle à toute cette angoisse liée à la santé. Le représentant du personnel peut devenir une vigie dans l'entreprise, et une vigie effectivement qui devient partenaire du médecin du travail, et l'alerte, mais pas dans le sens de la dénonciation, l'alerte dans le sens d'une réelle collaboration dans tous les aspects de la santé au travail. Et alors, et uniquement alors, si ces trois propositions sont retenues, le salarié qui ment sera alors face à sa propre responsabilité face au mensonge, parce qu'effectivement, on aura donné tous les moyens à ce salarié de pouvoir libérer sa parole dans de bonnes conditions. Et alors, ce salarié qui ment sera cette fois-ci un salarié menteur assumé et qui devra répondre des conséquences, effectivement, de ce choix. Merci. Merci à vous deux, parce qu'effectivement, je crois que c'était important, effectivement, d'avoir cette représentation et ce message. Je sais bien, effectivement, que l'image de marque de la santé de travail est encore une image très marquée, et que, j'allais dire, le marquage au fer rouge, entre guillemets, de l'éventuel lien que peut avoir l'employeur et le médecin du travail font que on a des situations difficiles, que je ne nie pas, je ne suis pas naïf. Je sais malheureusement qu'il y a des situations d'entreprise qui sont compliquées, mais c'est aussi, il y a des situations d'entreprise où ça se passe beaucoup mieux. Et là, avec Muriel, on en parle assez souvent. C'est vrai qu'à une époque, je faisais énormément de formations syndicales. Je sais qu'elles se poursuivent maintenant. Et c'est là aussi le message. Et c'est vrai que quand je fais la formation des internes, je leur dis toujours, quand vous arrivez dans une entreprise, comme vous venez de dire, c'est qui celui-là qui arrive? Comment qu'il fait? Et donc, c'est vrai qu'un des enjeux, c'est bien de rencontrer les IRP, comme on rencontre le chef du personnel, comme on rencontre l'employeur, comme on rencontre les chefs d'atelier, de façon à pouvoir discuter et essayer d'avancer, en sachant que parfois il y a des parallèles qui font que malheureusement, on n'y arrive pas. Mais c'est vrai que les IRP soient un moyen de lever, entre guillemets, cette crainte du salarié pour leur permettre d'éviter de mentir, entre guillemets, et de mieux participer à la prise en charge de leurs problématiques et de placer un peu plus l'équipe pluri et le médecin du travail dans le dispositif, je crois qu'on aurait effectivement beaucoup avancé. Est-ce que Sophie, tu veux parler un petit peu? Je passe directement à la conclusion.
Je la connais. Non, c'est pas pour parler un petit peu. D'abord, j'ai beaucoup aimé la surprise que vous nous avez réservée, puisque je ne savais pas jusqu'à présent comment allait se dérouler votre duo. Et c'est souvent difficile de pouvoir articuler. Je trouve que voilà, ce que vous avez, la façon dont vous l'avez présenté, me semble être d'abord la réalité, la vraie réalité de terrain, et puis soulever aussi tout un tas de problèmes, parce que vous l'avez dit à un moment donné, que fait-on face à la dangerosité d'un patient pour un médecin, à la dangerosité d'un salarié quand vraiment l'intervention nécessite quelque chose d'urgent, etc. Et puis finalement, comment faire pour protéger les gens vis-à-vis d'eux-mêmes quand ils veulent travailler à tout prix, y compris au prix de mourir, quoi, parce que parfois c'est malheureusement jusque-là que ça va, quoi. Donc non, je ne vais pas prendre plus la parole, je vous redonne la parole pour conclure, puis après on aura quand même des questions. Ah ben non, mais moi dans ma tête, je vais d'abord passer la parole à la salle, puisque là nous avons 20 minutes pour poser des questions, alors n'hésitez pas. Allons-y, c'est parti. Madame, oui. Ça marche ? Oui. Donc par rapport à l'aptitude, moi je vois qu'il y a énormément de solutions quand même qui sont proposées, en tout cas des possibilités d'aménagement, etc., mais pour lesquelles au niveau du maritime, finalement on se retrouve complètement exclu. Donc juste en 2 mots pour déjà essayer d'expliquer rapidement, un marin, en tout cas au long cours, il va avoir 2 vies vraiment différentes. Il va partir pendant 3 mois sur son lieu de travail qui est le navire. Donc pendant ces 3 mois, il n'y a pas de dimanche, il y a pas de, donc c'est 50 heures par semaine minimum, il n'y a pas de 35 heures. Et puis ensuite, pendant 3 mois, il va être complètement en congé, c'est-à-dire séparé totalement du milieu de travail. Les visites d'aptitude, elles ont lieu bien évidemment pendant les congés. Donc dès qu'il s'agit de contrôles, par exemple, de tests de dépistage drogue qui sont maintenant systématiques pour tous les marins, de manière réglementaire, qu'on occupe un poste de sécurité ou pas, à partir du moment où on est marin, on considère qu'on occupe un poste de sécurité. Donc là, nécessairement, ça reflète une consommation pendant la période en congé. En tout cas, ça sera retenu pour l'inaptitude, pour la déclaration du retrait du poste. On a beaucoup de problèmes pour pouvoir faire confiance à nos médecins du travail, qui ne s'appellent pas médecins du travail, mais qui sont médecins des gens de mer, parce qu'eux aussi participent quelque part dans la formulation du décret, par exemple, autorisant les tests des employés. On a la formule qui est tout test positif à une consommation de substances illicites sera de nature à remettre en cause l'aptitude. Et là, comment est-ce qu'on peut voir le médecin de prévention à travers ça? Comment est-ce qu'on peut envisager la relation autrement qu'une médecine de contrôle? Bon, après, j'ai des exemples pires, mais celui-là, ça y est, il est passé, il est en décret, quoi. Donc, est-ce que le salarié a vraiment une autre possibilité que mentir? Bon, là, je cite juste l'exemple qui est un peu aléatoire. Allez, j'entends très bien votre interrogation. Et j'allais dire, c'est bien la question que je posais dans mon introduction. Il y a certains métiers, la marine en fait, c'est comme aussi pour l'aviation. C'est prévu par des textes où effectivement ce contrôle peut être fait et réalisé. Mais difficile, on peut difficilement exercer une médecine de prévention au sens noble du terme, au sens médecine du travail, et en même temps avoir une médecine de contrôle, comme vous l'avez dit. J'allais dire, on peut avoir effectivement un rôle d'orientation et de prise en charge d'eux, mais je comprends très bien que les marins, comme les aviateurs, qui ont la même problématique, mais là c'est prévu, j'allais dire, dans le droit international où, j'allais dire, la police peut intervenir directement dans les cockpits, etc., etc. Ils le savent que s'ils sont positifs, j'allais dire, le contrat de travail, c'est même plus un problème de médecin, c'est le contrat de travail est suspendu, point barre. Bon, là, à la limite, c'est vrai que la médecine des gens de mer, je me suis intéressé à ça il
il y a longtemps. Maintenant, je ne me suis pas replongé spécifiquement Ah, mais là-dessus. ça n'a pas changé. Hein. Oh, peut-être quelques petites choses quand même qui ont changé. Non, mais ce que je veux simplement dire, c'est à ce moment-là, si on a eu besoin de ce type de décret, d'abord, le contrôle, c'est bien sous la responsabilité de l'employeur qu'il est fait. Ah non, là c'est le médecin lui-même. Mais il le fait dans le cadre de son service, de sa visite médicale. Voilà, c'est ça. Donc, mais qui est prévu dans le cadre de votre règlement intérieur ou équivalent. Non, pas du tout. Non, c'est déjà Par en fait, décret. c'est prévu par la Donc loi. là, effectivement, oui. Non, mais c'est là où on fait jouer au médecin un rôle, et c'est ma crainte avec, j'allais dire, le décret sécuritaire éventuel de la loi des Communes. Si on nous dit que certains risques spéciaux, je prends les chauffeurs routiers parce que j'ai entendu parler de ça, ils font partie des postes de sécurité et qu'il faut systématiquement faire des contrôles. Moi, je suis désolé, on ne fait plus de médecine de prévention. On demande ça aux médecins de permis de conduire, point barre. C'est quand même complètement contraire à la fois au règlement même d'exercice du métier de médecin, puisque dans le Code de santé publique, et je ne compte même pas le Code de déontologie, je parle du Code de santé publique, il est explicitement interdit de cumuler à la fois la fonction de prévention et de contrôle, que ce soit assurantiel ou autre. Mais plus encore, le Conseil d'État a eu à se prononcer, et vous le savez, pour la SNCF en 2006, sur exactement ce même point. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire assumer par la même personne, pour toutes les raisons qui nous semblent évidentes, évidemment, de cumuler les casquettes qui, non seulement n'incitent pas à la confidence, à la confiance, et alors là, on ne parle pas du secret, là, en question. C'est la nature même de la décision qui va émaner, finalement, du médecin, qui fait que ça va conditionner ce qui va être dit. La seule façon de forcer, finalement ce matin on parlait du silence par omission, si on ne pose pas la question aux salariés, finalement tout le monde se sent autorisé à mentir, le salarié ne disant pas, il ne ment pas vraiment. Maintenant, il peut y avoir un deuxième grade, une deuxième graduation, c'est on pose les questions, c'est-à-dire sous forme de questionnaire standardisé, pour être sûr qu'on pose toutes les questions qu'il faut par rapport à tous les postes. Puis le troisième stade, c'est qu'on fait des tests ciblés, qui vont extraire de force la vérité, même si elle est à nuancer, comme on l'a vu, parce qu'en plus, cette vérité, c'est pas forcément la vérité avec un grand V. La vérité, donc, de force du salarié réticent à la donner, pour plein de raisons qu'on vient de voir. Là, pour le coup, la question du mensonge, de la confiance même, c'est complètement. Alors certes, on va savoir que le salarié consomme des substances psychoactives, mais en l'échange de ça, de cette connaissance, qui en plus peut être biaisée par des problèmes d'erreur, de résultats, d'interprétation et tout ce qu'on veut, va se traduire par le fait qu'on n'aura plus aucune confidence ni aucune confiance dans tout le reste des choses. Or, on sait bien qu'on ne va pas pouvoir faire un screening corps entier de la personne, parce qu'aucun texte ne va nous mettre précisément tous les textes et tous les examens complémentaires qu'il faut faire pour qu'un marin en soit sûr qu'il ne soit pas dangereux pour lui et pour les autres pendant 3 mois dans la mer, quoi. Et on sait bien que là, il n'y a pas que les substances psychoactives, quoi. Hein, il y a même des pathologies dont il ignore l'existence et que si on allait vraiment très très loin, on pourrait en trouver. Et puis, juste à partir de quel seuil on va finir par mettre un avis d'inaptitude. Enfin, là, on confond tous les rôles, quoi. Et ce qui est étonnant, c'est que pour la SNCF, elle a tout de suite pris acte de cette décision du Conseil d'État et qu'il perdure pour certains métiers cette confusion des genres, finalement, de façon organisée. Je trouve ça antinomique, mais bon. Et Après, je suis d'accord. Il y a des très grosses pressions aussi, c'est un secteur qui est masqué, qui est caché, qui est à l'international, donc c'est quand même assez facile aussi de jouer avec, par exemple, un dépistage fait à l'étranger, donc transmission des tests, le secret médical est levé, et il y a des pressions énormes par certains employeurs au plus haut de l'État, quoi. Donc bon, les médecins là-dedans, les médecins des gendarmes, oui, mais attention, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des questions de sécurité, hein. Attention, pour certains postes, il y a d'authentiques questions de sécurité à gérer. Le problème est de savoir comment on la gère et par qui. Et faut-il que ce soit la même personne qui assume, comme vous dites, c'est incompatible la question de comment faire de la prévention en conseillant la personne dans ce lien de confiance pour pouvoir améliorer son état de santé, sa situation en travaillant, tout en la coinçant et en lui donnant le maximum d'arguments pour qu'elle ne vous dise rien du tout, donc que vous puissiez absolument pas jouer votre rôle. La question de la sécurité doit savoir se gérer en établissant ce qui relève de la sécurité, comme dans certains corps de métier absolus, essentiels ou de tâches particulières, etc. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour ces postes de sécurité ? Faut-il garder, mais ça c'est un choix politique, une médecine de prévention ?
Faut-il avoir une seule médecine de contrôle? Faut-il avoir les deux, comme c'est le cas pour la SNCF? Et s'il y a les deux, est-ce que ça ne doit pas être deux personnes? Et ce midi, on en parlait avec les uns et les autres. Pourquoi est-ce que ce n'est pas très simple de dire qu'il faut deux personnes différentes pour faire deux missions différentes? Tout simplement pour des raisons de coût. Qu'est-ce que vous voulez? On paye déjà une médecine de prévention, on peut payer une double médecine. Et ce que je vous dis, ce n'est pas mon interprétation. C'est ce que l'on m'a dit au niveau national. Donc, ce n'est pas un secret. On ne veut pas payer politiquement un double système. Ce qui veut dire que si on poussait jusqu'au bout le raisonnement, c'est que si on ne veut pas payer trop cher, eh bien, il faudrait limiter au maximum les postes dits de sécurité. Alors que si on fait faire tout par la même personne, la tendance, parce que finalement, c'est nous qui convergeons vers vous, ça va être demain de faire d'une poste de sécurité des listes longues comme un jour sans pain, je dirais de façon un peu légère, en disant, mais puisque c'est tout la même personne qui fait tout, on lui met tout. Et finalement, les postes de sécurité, ça sera demain absolument des choses à géométrie variable. Et ce qu'on n'espère absolument pas à travers le décret, mais on verra. Surprise. Allez, d'autres questions? Sachant que, effectivement, je pense que la solution serait qu'il y ait un médecin qui ne fasse que les aptitudes au sens permis de conduire, et puis après, d'autres qui feraient de la médecine de prévention. Alors, j'ai vu qu'il y avait un micro qui était parti. Vas-y. Bonjour, moi je suis infirmière du travail. J'ai pas de questions, mais juste une réflexion qui peut-être donne un petit espoir. C'est que finalement, les infirmières, lors des entretiens santé-travail infirmier, peuvent faire passer justement un certain nombre de messages, et notamment au niveau de la confiance, de l'établissement de la confiance, de recueillir certaines informations et de pouvoir bien expliquer aux salariés l'intérêt de déclarer telle et telle pathologie. Voilà. Donc je me dis que peut-être c'est une façon, un espoir, on va dire, quelque part, de faire changer un peu les choses, de faire évaluer les choses. Dans les entreprises, elles sont aussi en contact avec les IPRP régulièrement, et c'est aussi elles peuvent être un peu le pivot dans l'équipe pluri, quoi. Voilà. Non, mais je pense que tu as raison, j'allais dire. C'est vrai que dans les services de santé qui avaient anticipé les textes et qui avaient mis en place les ESTI, comme on les a appelés, entretien santé de travail infirmier, les premières évaluations qui ont bien montré, d'ailleurs certains directeurs de service trouvaient que vous passiez trop de temps. Hein, l'infirmière, elle passe une demi-heure avec le salarié, alors que le médecin, il vient d'être 10 minutes. Mais c'est vrai que votre formation à l'empathie, et puis surtout que l'accompagnement que vous avez des salariés, ce n'est pas dans un but d'aptitude. Il n'y a pas d'aptitude. Donc à partir de là, il y a effectivement petit à petit une relation de confiance qui peut se mettre en place. Après, effectivement, en lien avec les IRP, parce que vous les avez connus comme salariés ou dans une vie, etc. Et on voit bien qu'il y a toute une relation de confiance qui peut se mettre en place. Mais c'est vrai que pour les services inter, il y a vraiment un enjeu de mise en place de cette équipe pluri. Vas-y, Sophie. Oui. En même temps, j'en discutais avec certaines d'entre vous, infirmières d'entreprise, qui nous ont fait l'honneur de venir aussi aujourd'hui, parce que je trouve que c'est une question qui va être d'autant plus importante avec la généralisation des entretiens infirmiers, y compris lors du premier entretien d'information et de prévention. Il faut faire très attention justement à la posture que l'infirmière va adopter vis-à-vis de ça, parce qu'il est naturellement plus facile, justement parce que l'infirmière n'a pas cette décision de l'aptitude, de l'inaptitude, de pouvoir spontanément penser qu'on peut tout lui dire, parce que justement derrière il n'y a pas de conséquences sur le maintien dans l'emploi, ce qui conduit parfois à cacher des choses. L'infirmière risque de se retrouver en position très difficile si elle n'a pas éclairci d'emblée la situation et qu'elle se retrouve, parce que elle remonte très souvent cette question de dire « Oh, je me retrouve avec un salarié qui me dit « Maintenant que je vous ai dit ça, vous ne le dites absolument pas au médecin du travail ». Et cette information-là, en fait, est capitale pour la sécurité du salarié lui-même, et puis peut-être des tiers, justement. Là, je crois que pour désamorcer toute difficulté, il faut, avant même le départ de l'entretien, avant même d'avoir commencé, expliquer la situation de ce qu'est une équipe pluridisciplinaire dans cette dynamique d'approche du salarié, sans dire que l'infirmière, c'est quelqu'un qui va décider, avoir la décision, etc. Mais pour dire qu'on fonctionne dans un ensemble cohérent et qu'on ne cloisonne pas, sinon vous allez être en très grande difficulté, quoi, hein, et ça c'est déjà avéré par le passé. Après, vous serez juge d'arbitrer des choses, mais en tout cas, il faut déjà bien être transparent. Je crois que ça participe de
qui fait quoi, dans quelle dynamique, etc. Et ça, je crois que, enfin, toi tu le sais, Joël, mais je le disais parce qu'on en discute beaucoup entre nous. C'est-à-dire que ça semble évident. On est à l'hôpital, je veux dire, on ne se pose pas de questions. On sait très bien que ce que l'infirmière va entendre ou percevoir va être transmis à l'interne, et puis etc., etc. Il faut que, j'allais dire, pour l'équipe pluri, pour le salarié, qui n'est pas forcément malade et patient, eh bien, il a la même représentation de l'équipe pluri. Mais je suis d'accord avec ce que vient de dire Sophie Fantoni. Il y a une explication de texte à faire. C'est pour ça que je reviens sur ce que disait Damien Duquesne ce matin, sur la fameuse visite d'information et de prévention. Il va bien falloir bien l'expliquer. Et encore une fois, la VIP, ce n'est pas un acte infirmier, c'est un acte de l'équipe pluri, vis-à-vis des entreprises non à risque, dans lequel l'infirmière intervient. Donc derrière, c'est comment on la présente, et blablabli, et blablabla. Alors, d'autres questionnements? Oui, madame au milieu. Allez-y. Oui, Claire Collin, médecin de prévention au conseil départemental d'Ille-et-Vilaine. Je voudrais juste rebondir sur une phrase que vous avez dite, monsieur Delalin, que le salarié, il était prêt à tout pour sauvegarder son emploi, y compris à mentir. Et dans ce cas-là, effectivement, le mensonge a une certaine justification. Et je me dis, dans quelle mesure on n'est pas obligé de prendre en compte, nous, dans nos décisions, le marché de l'emploi en France, qui est quand même une réalité, et de prendre en compte les conséquences que pourrait avoir un licenciement pour inaptitude aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'on parle de relations tripartites depuis tout à l'heure, employeur, médecin du travail, salarié, mais elle est quand même vraiment très inégalitaire, cette relation. Il y en a quand même un qui a beaucoup de pouvoir, qui a beaucoup de salariés de remplacement en cas de besoin, et puis un qui effectivement qui a cette énorme pression de garder son emploi. Et voilà, je me dis qu'on est quand même obligé de tenir compte de ça et qu'on ne peut pas se situer pile entre les deux, quoi. Ouais, si, sur le terrain, moi, celle que j'ai au magasin, elle le fait. Là, aujourd'hui, j'ai un boucher qui m'a appelé. Elle l'a vu ce matin en visite médicale. Elle lui a dit, il faut que tu prennes au minimum 3 mois d'arrêt par an. Et il m'a téléphoné en disant, qu'est-ce que je fais? Je suis censé travailler le dimanche, je ne peux plus faire d'heures sup. Mais j'ai besoin de l'argent du dimanche. Je lui ai dit, écoute, pour moi, tu as besoin de l'argent, je comprends que tu dois travailler, mais le médecin, il te dit que tu dois prendre au moins 3 mois d'arrêt dans l'année. Sinon, tu ne tiendras pas à ton poste. Voilà. Dire que là encore, c'est toujours difficile d'intervenir, mais il faut prendre 3 mois d'arrêt par an. Qu'est-ce que ça veut dire pour le médecin? En fait, ça veut dire qu'il se met en inaptitude temporaire qui n'existe pas légalement. On lui demande d'aller se mettre en arrêt, quoi. Ok, non mais ça j'entends bien. C'est-à-dire, je préfère que ce soit bien formulé comme ça. Mais je veux dire, il y a sans doute des moments où ça c'est utile, et il y a des moments où ça ne l'est plus, si vous voulez. Et donc derrière, c'est bien dans la prise en charge de cette personne qui a une maladie chronique ou j'allais dire un problème. Il y a des moments où effectivement, en tant que médecin du travail, il faut savoir dire aux gens, il faut que tu t'arrêtes. Alors je suis d'accord que ça a des conséquences financières, je ne suis pas naïf. Et effectivement, il faut qu'il y ait une prise en charge santé. Parce que le problème, c'est que parfois les gens s'arrêtent, mais il n'y a pas vraiment de suivi, etc., etc. Donc je veux dire, on se retrouve 3 mois après, mais dans la même situation. Et dans le même temps, il y a peut-être pour le médecin du travail à essayer de voir s'il y a un aménagement de poste, voire un aménagement d'horaire, parce qu'on peut aussi aménager les horaires. Oui, mais là, il est déjà reclassé, donc il est déjà sur un poste où... Mais pour répondre à votre question de la prise en compte du marché de l'emploi, au fond, c'est l'éternelle difficulté du droit à l'emploi par rapport au droit à la santé. C'est que chaque médecin, finalement, va arbitrer cet équilibre, et ça en fait toute la difficulté, parce qu'on a chacun des sensibilités différentes, qu'en plus ça dépend déjà du milieu auquel on imagine bien que chaque personne n'est pas équivalente sur le marché de l'emploi, on le sait bien, en fonction de l'âge, des antécédents, du milieu même dans lequel il travaille. Mais bien entendu, une fois même qu'on a fait cette équation et qu'on a dressé cet équilibre, et que même si on est très en faveur du maintien dans l'emploi, parce qu'on sait pertinemment que quelqu'un va être un chômeur de longue durée, dont on sait par ricochet en plus que perdre son emploi est un facteur de moins bonne santé globale, une fois qu'on a intégré tout ça, on se dit mais il est où le curseur au-delà duquel on ne peut pas aller, parce que là, il y a un risque vital, immédiat ou différé, sans compter qu'au-delà même de cette question, qui est quand même assez aléatoire et statistiquement difficile à définir, il y a la question de la responsabilité. Pourquoi? Parce que c'est très simple. On conseille à quelqu'un de prendre 3 mois, par exemple. On va dire, OK, on va essayer de mettre tous les aménagements en poste possible. Mais finalement, il déclenche quand même la pathologie, voire cette pathologie s'aggrave quand même
progressivement, notamment dû au travail. Je pense par exemple à une insuffisance respiratoire avec de l'inhalation de poussière ou autre chose, parce qu'on sait qu'il aggrave une insuffisance respiratoire, mais parce qu'on sait que le marché de l'emploi est très difficile, qu'il ne trouvera rien du tout, on va maintenir un salarié en poste, y compris dont on sait, alors qu'on sait que son état s'abîme progressivement. Qui est-ce qui empêche ce salarié un jour, une fois qu'il a fini sa vie professionnelle, de venir vous voir en disant « Mais attendez, vous étiez le médecin, le sachant, et vous ne m'avez pas suffisamment, ou alors jusqu'à quand, vous ne m'avez pas suffisamment informé du fait que je courais un risque qui était vital. Est-ce que vous avez marqué quelque part que je risque de mourir, moi ? On ne lui a pas dit comme ça, parce qu'on a fait attention au diagnostic psychologique, à être pas plus toxique, etc. On a donné des informations, mais en même temps, peut-être qu'on l'a dit, mais on ne l'a pas écrit. On ne l'a pas marqué dans le dossier médical. Risque de mourir s'il continue à être apte, mais enfin, vu le marché de l'emploi, on va le mettre apte quand même. Néanmoins... Surtout si le dossier médical est saisi au prud'homme. Voilà. Après, donc, Oui, mais on sait que maintenant, les dossiers médicaux se transmettent. On en a discuté il n'y a pas si longtemps que ça ensemble. Vous voyez le problème, c'est que quand on pousse le raisonnement jusqu'au bout, eh bien, on comprend qu'il y a une extrême hétérogénéité dans la pratique des médecins, parce que tous n'ont pas non plus la même sensibilité vis-à-vis de l'aspect social, mais en prime, tous n'ont pas la même sensibilité, ni la même de désir de prise de risque vis-à-vis de ces questions-là. Et au fond, on retombe encore dans le pot commun de et prévention et assurance, etc. etc. Donc, c'est une réponse qui est absolument pas éclairante, peut-être pour vous, mais bien sûr que chaque médecin prend en compte ça, je suis sûre et certaine. Mais dans quelle mesure, c'est là que l'hétérogénéité se révèle, quoi. En sachant, pour continuer ton histoire, si effectivement ta personne qui a un PPCO, une problématique respiratoire importante et ainsi de suite, et qu'effectivement on essaye de jongler avec son poste, il y aurait éventuellement une solution, c'est de voir avec nos collègues de la Sécu pour voir s'ils peuvent partir en invalidité, etc. On arrive quand même de plus en plus à l'obtenir, mais dans un certain nombre de cas, c'est le salarié lui-même qui va dire « mais moi je ne veux pas partir en invalidité, je ne suis pas... Hein ». Et donc on se retrouve effectivement dans une espèce d'incompréhension où, comme vous l'avez dit, il veut continuer à travailler, mais c'est nocif pour sa santé, et il nous faut effectivement trouver une solution qui soit satisfaisante pour le salarié, mais qui soit aussi une garantie générale pour l'entreprise. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Est-ce qu'on a encore une ou deux questions? Moi, je surveille l'heure. Pour l'instant, je suis dans mon timing, donc c'est bien. Si vous êtes fatigué. Donc moi, ce que je voulais juste... Oui, vous voulez rajouter quelque chose? Non, mais... Je crois qu'effectivement, je voulais vous remercier tous pour cette première journée qui était effectivement importante en message, que ce soit effectivement sur cette approche un peu macro qu'on a eue ce matin entre le droit de se taire, le droit de mentir, et puis les aspects particuliers liés à la présentation de Anne-Marie, dont on aura la réponse demain matin. J'ai bien compris que je devais être présent à 9h pour avoir la réponse à mes questionnements. C'est vrai qu'on voit bien l'importance de cette relation de confiance et de cette meilleure compréhension du système. Parce que moi, ce qui me gêne toujours un peu, ça fait 40 ans que je suis dans le système, et ça fait 40 ans que j'entends les mêmes messages de non-compréhension de la part des salariés, de non-compréhension de la part des employeurs, je vais dire de non-compréhension de la part de nos collègues médecins. Donc ça veut bien dire que notre système de santé n'a toujours pas trouvé sa place dans le dispositif de... Ça s'améliore, on est d'accord, hein. Non, on ne va pas être déprimé ce soir. Donc ça s'améliore. Mais je veux dire, il y a quand même un sacré enjeu et parcours à faire, surtout avec les changements. Si les décrets El Khomri font ce changement, il n'y a plus l'aptitude, on va vers autre chose. Et là, c'est vrai qu'il y a un vrai problématique. Bon, merci à tous.